Vous voyez ici les noms de 54 000 soldats britanniques qui ont été tués lors des terribles combats dans la région d'Ypres durant la guerre 14-18. Ce n'est qu'une partie, les soldats dont on n'a pas trouvé les corps, qui n'ont pas de tombe à leur nom. Et dans toute la région, vous avez encore plein de petits cimetières qui sont britanniques, allemands, français, belges. Et on voit vraiment que cette guerre, avec 10 millions de victimes, ça a été un massacre, une hécatombe. Il faut savoir que dans les années 20, il était difficile pour une femme en France ou en Belgique de trouver un mari, tellement il y avait des hommes qui avaient été tués. Dans cette année 2014, on va nous parler beaucoup de cet anniversaire. Il y a des commémorations, des livres, des films à la télé. Ce qui dérange, c'est que tout le temps on nous parle du comment a eu lieu cette guerre, qu'est-ce qui s'est passé, les stratégies militaires, les souffrances des soldats, et jamais on ne va nous parler du pourquoi, c'est-à-dire qui a déclenché cette guerre, qui est responsable de ces 10 millions de morts. On nous annonce maintenant plein de films documentaires et de livres qui vont tout nous dire sur 14-18. On a par exemple les secrets de la Grande Guerre, mais en fait on est dans tous les détails, les événements, les uniformes, la vie quotidienne, etc. Ou alors on est dans la Première Guerre mondiale, les combats, donc la question de la stratégie militaire. Et puis on nous annonce la Grande Guerre sans les clichés, mais quand on voit de quoi il s'agit, fantassins français montant à l'assaut sans casque, suicidaire déclenchement de la bataille par Joffre, entêtement britannique, tout ça c'est dans les détails de la stratégie ou de la vie quotidienne, mais jamais, au-delà des événements, jamais les causes profondes qui permettent de comprendre pourquoi cette guerre a éclaté. Sur la question du pourquoi, il y a des gens qui vraiment répandent du brouillard. Comme l'a écrit à ce sujet François Furet, plus un événement est lourd de conséquences, moins il est possible de le penser à partir de ses causes. Furet est un écrivain, historien très à droite, financé par des grandes fondations des États-Unis et qui raconte n'importe quoi. Ça voudrait dire qu'il est impossible d'expliquer 14-18. Simplement, on peut très bien expliquer 14-18 si on regarde quels sont les intérêts qui sont le moteur des grandes puissances coloniales et impérialistes de l'époque. Je pense au contraire que nous avons la possibilité et la responsabilité aussi de comprendre cette guerre, responsabilité envers les millions de gens qui ont vécu le martyre dans des tranchées comme celle-ci avant de mourir, et responsabilité aussi envers les victimes des guerres d'aujourd'hui. Je pense que pour comprendre une guerre, c'est simple, il faut saisir les intérêts en présence, les intérêts qu'on nous cache, et à ce moment-là, tout s'éclaire. Cette guerre, en fait, elle a deux dimensions. D'abord, c'est une guerre pour savoir quelle grande puissance va dominer le monde, va contrôler les richesses du monde. Et on a d'un côté les empires allemands et austro-hongrois, de l'autre côté la Grande-Bretagne, la France, la Russie. Et en fait, c'est une guerre, oui, pour savoir quelle grande puissance va contrôler les richesses du monde, contrôler les colonies, les matières premières. Et la deuxième dimension, c'est que c'est une guerre de classe en fait. Les élites de cette époque, l'aristocratie, la grande bourgeoisie industrielle et financière, ont une très grande crainte par rapport à la montée du mouvement ouvrier, la revendication de la démocratie, du suffrage universel. Elles veulent absolument garder leur pouvoir, leurs privilèges. Et donc c'est une guerre justement pour maintenir ce pouvoir et ces privilèges. Le bâtiment derrière moi est un bon exemple de l'architecture britannique qu'on appelle l'architecture impériale. C'est une architecture qui externalise, si vous voulez, l'idée de l'empire, du grand empire britannique du 19e siècle et même du début du 20e siècle, où la Grande-Bretagne était la maîtresse
d'un quart du monde, avec des territoires en Afrique, en Inde, au Canada, un peu partout au monde. Eh bien, un des grands champions de cet impérialisme britannique était un milliardaire très connu, au nom de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes avait peur des masses de la population, donc des ouvriers, des paysans en Grande-Bretagne. Il a craint qu'un jour la révolution viendra en Grande-Bretagne, à moins qu'on trouve une solution, à moins qu'on trouve une façon d'empêcher la révolution. Et selon lui, cette solution, c'était l'impérialisme. L'idée d'aller conquérir des terres, des territoires, en Afrique, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan peut-être, la Mésopotamie, pourquoi pas, où il y a du pétrole. Et là, on pouvait envoyer les paysans, les ouvriers, le surplus démographique, cette pourriture des banlieues de Manchester, etc. Et là-bas, ils pouvaient aller jouer aux soldats, devenir peut-être un jour caporal ou sergent, et trouver la gloire ou la mort. Tant pis, on s'en débarrasse. C'est une façon de se débarrasser du surplus démographique des plébéiens britanniques, une façon de les occuper, et de, en fait, trouver la solution contre la révolution. On est ici devant ce monument à la gloire de la Belgique coloniale, un monument d'ailleurs complètement paternaliste, raciste et hypocrite. Et la question c'est pourquoi parler des colonies quand on parle de 14-18 ? Vers 1900, l'Europe capitaliste connaît une crise économique importante, surtout en France, en Angleterre, où après une période de croissance très dynamique, l'économie s'essouffle, en Allemagne moins, c'est un capitalisme plus jeune, plus dynamique. Et pourtant, à ce moment-là, on voit qu'il y a des très grosses sociétés, très puissantes dans ces pays, dans l'acier, la chimie, l'électricité, la banque, tout ça. Donc on va se dire pourquoi l'économie est faible ? Eh bien justement parce que comment ces grosses sociétés ont-elles réussi à construire un véritable monopole ? On dirait aujourd'hui des multinationales, en appliquant la règle de base de l'économie capitaliste, c'est-à-dire que les gros poissons bouffent les petits. Mais comment est-ce qu'on devient un monopole ? C'est simple, en faisant travailler les ouvriers pour le moins cher possible, le plus dur possible, en les payant mal, en licenciant une partie, en faisant travailler les autres plus fort à cause de machines. Mais alors on a un problème évidemment. Si on devient un monopole en appauvrissant les travailleurs, avec quoi ils vont acheter ? À qui on va vendre? Et donc le paradoxe, c'est que ces sociétés très puissantes du capitalisme industriel européen se retrouvent avec de l'argent dont ils ne savent pas quoi faire, ou le placer, puisqu'en Europe, ça ne rapporte pas. Alors ces capitaux, les grosses sociétés européennes vont les placer, vont les exporter dans les colonies, dans la chasse aux matières premières. D'abord, ça rapporte des profits énormes, parce que les matières, on ne les paye pas, on les vole. Ensuite, la main-d'œuvre aussi, on ne la paye pas. Et donc c'est un très grand avantage pour les sociétés. Un, ça fait des profits directs. Et deux, on peut ainsi, en contrôlant les matières premières d'une région, empêcher les sociétés des puissances rivales de les utiliser. Donc on gagne un avantage décisif dans la guerre économique. Et le fleuve Congo, dans ce monument, il montre en fait que c'est par là que sont parties toutes les richesses volées au Congo, à l'Afrique noire, par la Belgique coloniale. J'ai entrepris l'œuvre du Congo dans l'intérêt de la civilisation et pour le bien de la Belgique, signé Léopold II, menteur total. En réalité, il s'est construit une immense fortune personnelle en obligeant les Noirs à extraire le caoutchouc pour lui. Il coupait la main des récalcitrants. Et c'est tout le capitalisme européen qui se rue par la violence pour piller les richesses de l'Afrique. Mais si toutes les puissances coloniales se ruent sur l'Afrique, comment est-ce qu'on partage les colonies? Par la violence militaire, par la force des armées. Évidemment, c'est emballé dans une jolie propagande, comme sur ce monument. L'héroïsme militaire belge anéantit l'arabe esclavagiste. Avec le temps, on a enlevé l'arabe parce que c'était vraiment trop hypocrite. Le colonialisme européen, ça a été le plus grand esclavagisme de l'histoire. Et le partage des colonies va se faire à la conférence de Berlin en 1885. Toutes les grandes puissances européennes se partagent le gâteau. Bien entendu, on n'a invité aucun Africain.
La Grande-Bretagne rafle le gros morceau, près de 5 millions de kilomètres carrés, la France 3,5 millions, l'Allemagne seulement 1 million. Et ça, c'est une cause fondamentale de 14-18, c'est que l'Allemagne, qui maintenant a une économie plus développée, une armée aussi plus développée, eh bien elle dit on va repartager le gâteau, j'ai pas eu assez. La France, la Grande-Bretagne, la Belgique n'ont pas arrêté de dire qu'elles se défendaient contre une agression allemande. Mais quand on regarde l'ensemble des faits historiques de la période, on voit que c'est juste une excuse. Et la preuve, c'est qu'en 1898, il y a déjà failli y avoir une grande guerre entre la Grande-Bretagne et la France. Ça se passait à Fashoda, au Soudan, qui est un pays stratégique pour contrôler le Nil, donc l'Égypte, donc le canal de Suez et l'accès aux colonies d'Asie. Et l'affrontement, c'était entre le projet colonial français de contrôler l'Afrique d'ouest en est, de Dakar à Djibouti, en contradiction avec le projet britannique de contrôler l'Afrique du nord au sud, du Caire au Cap. Alors, la question c'est pourquoi tout d'un coup les alliances se renversent. Au départ, la Grande-Bretagne, elle est surtout en opposition avec la France et la Russie. Et la raison, c'est que la France et la Russie essayent de lui prendre le contrôle de son empire des Indes, qui lui rapporte des fortunes. Mais petit à petit, les dirigeants britanniques se rendent compte que ce qui est surtout dangereux pour eux, c'est l'Allemagne, dont l'économie s'est beaucoup renforcée ces dernières années, qui a créé une flotte militaire qui fait concurrence à la Royal Navy. Et il est clair que la flotte, c'est l'instrument numéro 1 pour dominer le monde. Et donc les dirigeants britanniques sont en train de se dire que finalement c'est l'Allemagne qui est plus dangereuse pour eux et qu'il faut renverser les alliances. D'autant plus que l'Angleterre n'a pas une grande armée, la France oui, la Russie également, et donc la Grande-Bretagne a besoin de ces soldats français comme chair à canon dans le conflit auquel tout le monde se prépare. Alors évidemment, il y a l'argument, oui mais c'est l'Allemagne qui a attaqué la première, donc c'est elle qui est responsable de la guerre, mais cet argument il ne tient pas, parce qu'en fait, l'amiral Fisher, qui commande la Royal Navy, écrit en 1905 à Lord Lansdowne, le ministre des Affaires étrangères britannique, qu'il faut attaquer vite l'Allemagne par surprise, attaquer l'Allemagne. Il dit qu'il faut profiter de la crise du Maroc qui vient d'éclater, où la France et l'Allemagne s'opposent pour le contrôle du Maroc. Et ainsi, dit-il, on aura la France comme alliée, on peut attaquer par surprise et en fait prendre le contrôle de la flotte de guerre allemande et du canal de Kiel qui est stratégique. Ça va finalement pas se faire en 1905, il va faire la même proposition en 1911, ça va pas se faire non plus pour des raisons tactiques. Ça montre une chose, c'est que tous ces soldats ici qui sont morts pas parce qu'il y avait une agression et qu'il fallait se défendre, mais sont morts pour savoir laquelle des grandes puissances allait dominer le monde et contrôler ses richesses. Pour la guerre de 14-18, il est évident que chaque camp a des objectifs géostratégiques. Par exemple, la France compte bien récupérer l'Alsace et la Lorraine qu'elle a perdues lors de la guerre franco-prussienne précédente de 1870. Mais on ne va jamais parler de ça, évidemment. On ne va pas dire on va aller mourir pour avoir une colonie, on va aller mourir pour le bassin sidérurgique lorrain. Non, on va mourir pour de belles idées. On va dire que l'autre est un militariste, nous pas, évidemment. On va dire qu'on veut apporter la démocratie au monde, même si la soi-disant démocratie, ce sont nos alliés, le tsar de Russie. Et d'autre part, on a aussi l'idée qu'on va entrer dans la guerre pour beaucoup de pays à l'appel d'un petit peuple qui crie au secours. Et ce petit peuple qui crie au secours, ce sont les Belges à ce moment-là. Et donc, ce sont ces éléments-là qui seront mis en valeur. On meurt pour la liberté, pour la démocratie, contre le militarisme, etc. Pro patria, pour la patrie, tous les monuments aux morts nous disent que les soldats se sont battus pour défendre la patrie, c'est-à-dire tout le monde. L'écrivain français Anatole France disait à l'époque « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». Il voulait dire, et il avait bien raison, que c'était déjà, comme aujourd'hui, une guerre économique, une guerre pour le fric.
Bref, la guerre économique débouche sur la guerre tout court et le tout est emballé dans une propagande sophistiquée pour vendre cette guerre à l'opinion. Parmi les principes de propagande de guerre, il en est un qui est extrêmement important, c'est qu'il faut démoniser l'autre camp, et pas l'ensemble de l'autre camp. Plus personnellement, le chef adverse, le leader adverse doit être démonisé. Alors pendant la Première Guerre mondiale, de notre côté, c'est le Kaiser. C'est donc Guillaume II qui a été démonisé, qui a été considéré comme étant l'origine de tout le conflit. Et donc, contre lui, il y a des caricatures, on chante des chansons disant qu'on va aller lui couper les moustaches, etc. Or, ce personnage, avant la guerre, il était très fréquentable. En fait, il est cousin non seulement avec le tsar de Russie, mais aussi avec le roi d'Angleterre. N'importe quelle guerre est l'occasion d'atrocités. Mais dans la propagande de guerre, on ne va jamais parler des atrocités faites par notre camp, mais des atrocités faites par l'autre camp uniquement. Et on va considérer que c'est une tactique de l'autre camp d'avancer dans le sang et l'horreur, tandis que nos soldats, nous allons les présenter comme des soldats humanitaires, des soldats qui sont aimés par la population civile, qui va les recevoir comme des libérateurs. Et cette image est vraie pour notre camp, est vraie pour l'autre camp évidemment. Et donc, par exemple, les Allemands, pendant la guerre de 14, se présentent comme les amis de la population civile. De l'autre côté, les Belges et puis les Alliés en général ont fait courir le bruit que les Allemands coupaient les mains de tous les bébés belges. Ça a joué un rôle important, d'une part, dans la fuite de la population civile. Devant une telle horreur, les gens s'exilent et on va avoir 1 300 000 Belges qui prendront la route de l'exil. Et d'autre part, ça aura un rôle très important dans la propagande alliée. Cette histoire des bébés belges, des atrocités allemandes, va servir vraiment de fonds de commerce pour les propagandistes belges, qui sont notamment socialistes, pensons à Jules Destrée, à Van der Velde, qui vont essayer de rallier à la cause de la guerre les Italiens, et spécialement le Parti socialiste italien, qui était resté pacifiste. Et cette propagande belge et alliée servira aussi pour amener les États-Unis à entrer dans la guerre en protestation contre ces atrocités. Le rôle de l'Église en Belgique a été assez important pour soutenir le patriotisme. C'est-à-dire que si on doit retenir 2 grandes figures du patriotisme en Belgique, il y a le roi Albert et le cardinal Mercier. Et donc il va, à Noël 1914, diffuser une lettre pastorale qui s'appelle « Patriotisme et endurance », dans laquelle il exhorte les Belges à résister à l'Allemagne. Et il prétend aussi que le soldat belge est assuré dans l'au-delà d'avoir le salut et que le Christ lui tresse déjà des couronnes de laurier. Des croix associées à des glaives, on en trouve presque partout dans ces cimetières de guerre. Et l'Église, à l'époque, joue vraiment un rôle très négatif en justifiant la guerre comme voulu par Dieu. Mais c'est toute l'époque qui baigne dans cette ambiance de propagande militariste, de culte de la guerre en fait. Par exemple, le chef de l'état-major allemand, Helmut von Moltke, écrit, je cite, « La paix éternelle est un rêve et ce n'est même pas un beau rêve. La guerre est une partie indispensable de l'univers créé par Dieu. Et dans la guerre, on retrouve les plus nobles aspirations de l'homme. » Ou alors, le célèbre sociologue allemand Max Weber considère, lui, la guerre comme groß und wunderbar, grandiose et magnifique. Mais de l'autre côté aussi, on a Rudyard Kipling, l'auteur du livre de la jungle, qui décrit les Allemands comme une race de moindre valeur et pas vraiment des êtres humains, mais des animaux, animals. Les Français étiquettent les Allemands comme étant les Boches. En Allemagne, on parle des Français bâtards ou des peuples slaves inférieurs. Et toute cette propagande des races inférieures, c'est exactement ce que Hitler va reprendre quelques années plus tard.
Ça vaut la peine de citer Winston Churchill dans ce contexte ici. Quand la guerre s'éclata en 1914, il était très heureux. Il a dit que la guerre était une affaire glorieuse et délicieuse. Et déjà auparavant, il s'était fait connaître comme quelqu'un qui admirait la guerre, qui trouvait la guerre une activité, comme il disait, normale, spontanée de l'homme, ainsi que le jardinage. Eh bien, voilà le genre de jardin que Churchill aurait bien aimé. Les généraux français affichent fièrement leur nom sur les monuments des champs de bataille, alors que leur seul exploit, ça a été en fait d'envoyer des milliers et des milliers de soldats à la boucherie, à la mort, et qu'eux-mêmes restaient bien tranquillement à l'abri. Il y a eu en fait un accord entre les états-majors généraux des Français et des Allemands, comme quoi leurs quartiers généraux ne seraient jamais bombardés, donc ils étaient bien tranquilles. Et tout ça m'a fait penser à cette phrase du grand écrivain, poète français Paul Valéry qui disait à l'époque « La guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui se tuent, au profit de gens qui, eux, se connaissent et ne se font jamais de mal. » Et effectivement, il y avait des accords entre les grands groupes de la sidérurgie, les marchands de canons, français et allemands, pour que la guerre continue le plus longtemps possible parce que ça leur a rapporté des fortunes. Et en fait, il faut savoir qu'il y avait des intérêts croisés, des participations, des alliances entre les groupes de la chimie, de l'acier et des marchands de canons français et allemands, et que ça a continué pendant toute la guerre, et que ces gens, en fait, ils avaient intérêt, pas simplement à gagner vite, mais au contraire à ce que la guerre dure longtemps pour faire un maximum de profit. Cette guerre s'est aussi déroulée en Afrique, autour du Congo, et notamment en Tanzanie, où les armées belges et allemandes se sont affrontées très longtemps. Et il y a les Allemands qui n'avaient presque pas de matières premières dans leur colonie de l'Afrique orientale, tandis que dans le Congo belge, il y avait déjà l'or, le cuivre, le diamant, le cobalt et même l'uranium, et c'est ça ce que les Allemands voulaient. Du côté belge, on était encore dans le raisonnement de Léopold II que c'était toujours mieux d'avoir quelque chose de plus grand, et donc la Belgique s'est donnée, après la victoire, donc le contrôle du Rwanda et Burundi, qui avant étaient sous colonie allemande. Et je crois que c'est surtout en Afrique que l'aspect de la guerre a changé un petit peu, plus qu'en Europe. Je veux dire dans le sens qu'avant la guerre était pré-industrielle. C'est-à-dire il y avait les officiers qui combattaient, on ne comptait pas les morts des soldats et celui qui avait pris le drapeau de l'autre, il avait gagné. Tandis que surtout en Afrique, c'était une guerre de logistique. Il y a le général qui commandait la logistique anglaise qui a bien résumé ça. Il a dit dans cette guerre-là, ce n'était pas tellement la stratégie des généraux, mais c'était le management, cette gestion matérielle qui a fait qu'on a eu la victoire. En fait, ce changement a été aussi senti par la Belgique, qu'il fallait des bons administrateurs matériels pour faire la guerre, et ils ont pris pour le front européen deux gens très expérimentés au Congo, c'est-à-dire Tess, qui avait construit le premier chemin de fer au Congo, qui est devenu général, et puis Ampin, qui avait construit l'autre grand chemin de fer au Congo, et lui aussi, il est devenu général. Donc on avait compris qu'il fallait plus que des plans stratégiques, il fallait des gens qui savaient déplacer des gens et surtout déplacer du matériel et tout ça. Les batailles étaient très dures pour les soldats, mais on oublie toujours que les soldats étaient accompagnés de leurs femmes, la majorité quand même, et que les femmes touchaient demi-solde. Donc en fait, ils étaient aussi enrôlés dans l'armée coloniale, parce que c'est eux qui devaient faire à manger, à faire la lessive et tout ça. Et puis encore un élément peut-être plus important que ça, ce sont les porteurs, parce qu'il y a eu ces 300 000 porteurs qui ont fait que la Belgique a su déplacer ses troupes et surtout son matériel
beaucoup plus vite que les Allemands attendaient. Donc ces porteurs ont joué un rôle essentiel et c'est eux aussi qui ont été les plus grandes victimes de la guerre, je veux dire en mort. C'était en novembre 1917 que les troupes britanniques, qui incluent des Canadiens, des Néo-Zélandais, des Australiens, ont dû attaquer de la vallée derrière, là-bas, vers Ypres, et ont dû attaquer les lignes allemandes sur la hauteur, la colline si vous voulez, où se trouve le fameux village de Passchendaele. Et en attaquant dans la direction de Passchendaele, des dizaines de milliers de soldats ont été tués, fauchés par les mitrailleuses allemandes installées dans des bunkers qu'on voit là-bas, où il y avait des soldats bien entraînés, qui étaient armés jusqu'aux dents et qui avaient de grandes mitrailleuses. Ils ont fauché les soldats qui n'avaient aucune protection. Ils sont tombés par des milliers et vous voyez les résultats. Le plus grand cimetière britannique au monde, Tyne-Cot, à Passchendaele. La propagande officielle cache les morts, mais sur le terrain, la vie des soldats est absolument épouvantable. Comme ici au Dodengang, une zone d'une bataille stratégique épouvantable. Dans la bataille des Flandres, les forces allemandes d'un côté du fleuve, les Belges ici, avec un emploi massif d'armes chimiques. Et en fait, les témoignages des soldats sont absolument très clairs. Pour le moment, je suis dans un trou d'obus avec deux autres, de la terre grasse jusqu'aux genoux, de la flotte et plusieurs macabées qui sentent mauvais. Et je vais rester là 6 jours et 6 nuits complètes sans pouvoir bouger, assis dans l'eau. Impossible d'écrire car les lettres ne partent pas depuis ici. On nous apporte à manger 1 fois par jour à minuit. Je trouve cette plaque française toute récente qui parle de soldats français morts pour la défense de la liberté, je trouve ça un scandale de reproduire encore aujourd'hui les médias mensonges de l'époque prétendant que c'était une guerre pour la démocratie, pour la défense de la liberté contre la dictature, etc. En réalité, les soldats français qui sont morts ici au mont Kemmel, c'était des ouvriers, c'était des paysans et ils n'avaient absolument rien à dire dans la France de l'époque parce qu'il n'y avait pas de démocratie, ils n'avaient pas le droit de vote. Une dizaine d'années plus tôt, il y a eu des très grandes grèves ouvrières parce que la misère, l'exploitation était terrible. Elles ont été réprimées par celui qui a dirigé la guerre, Clémenceau. Il était d'abord ministre de l'Intérieur, il a réprimé les grèves de façon terrible. Avant la Première Guerre mondiale, l'élite européenne avait peur des masses populaires. Surtout que les masses populaires, c'était bien organisé en des partis socialistes, ils avaient des syndicats, ils parlaient de révolution, ça faisait peur. Ils étaient des internationalistes. Ils avaient suivi le conseil de Karl Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Alors, pour combattre ce danger de l'internationalisme, l'élite européenne a propagé, a encouragé le nationalisme. Et tragiquement, cela a causé des problèmes au sein même du mouvement ouvrier et des socialistes européens qui ont commencé petit à petit à devenir des nationalistes. Et en 1914, la grande tragédie était qu'ils sont partis pour défendre la patrie et non pas les intérêts de leur classe. Parce que leurs dirigeants leur ont dit « c'est vrai, il faut défendre la patrie, alors il faut faire la guerre contre nos camarades de l'autre côté, français contre allemands, britanniques contre allemands, etc. » Et les résultats, c'était l'inverse de ce que Marx a dit. Les prolétaires du monde se sont entretués. Ils sont entretués ici, sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Et nous sommes ici à Langemark, où il y a un cimetière allemand, où reposent dans une seule fosse commune 25 000 Allemands, venus de partout en Allemagne, surtout des paysans, des ouvriers, dont les noms se trouvent inscrits ici. 25 000 morts dans une seule fosse commune, à Langemark. Nous avons commencé à marcher sur des cadavres. Les tranchées étaient complètement bouleversées. Là, il y avait une baïonnette qui sortait de terre. À côté, il y avait une main. Plus loin, c'était un pied et une tête. Des cadavres déformés, hachés. Un spectacle épouvantable s'offrait à la vue.
En considérant cette tranchée que nous abandonnions jonchée de cadavres, certains d'entre eux restaient les yeux grands ouverts, d'autres levant les bras et les mains au ciel. Une certaine émotion nous étreignait en entendant les dernières plaintes des mourants auxquels aucun secours ne pouvait être apporté. C'est dramatique de voir que les dirigeants du mouvement ouvrier socialiste, au lieu de continuer à défendre la solidarité internationale, appellent à s'entretuer. Le dirigeant du parti ouvrier belge Van der Velde à l'époque, du parti socialiste donc, dit que cette guerre, il faut la soutenir, il faut la mener parce que c'est une guerre pour le droit, pour la liberté, pour la civilisation. Il faut bien voir que s'il n'y avait pas eu cette trahison de la toute grande majorité, il y a eu une petite minorité, mais cette trahison de la toute grande majorité des partis ouvriers socialistes qui ont cessé de défendre les intérêts des travailleurs, s'il n'y avait pas eu cette trahison, la guerre n'aurait pas été possible, ou elle n'aurait pas duré très longtemps, parce qu'il y a eu des mutineries spontanées, mais l'idée de la solidarité entre les soldats et entre les peuples, elle a été complètement abandonnée. Tu vas dire que je n'ai pas beaucoup le caractère militaire, mais c'est honteux de voir ce que l'on voit ici tous les jours. Les camarades tombés sur la plaine, le ventre au soleil, et c'est une infection que nous respirons. J'aurai bientôt autre chose à te dire, mais je risque la prison. Et en effet, les mutineries et les révoltes vont être de plus en plus nombreuses. Les soldats sont partis en général la fleur au fusil en chantant, victimes de cette propagande de guerre, mais très vite sur le terrain, évidemment, ils ont vu que ce n'était pas du tout ça, la réalité, que la guerre était horrible, que leurs officiers les traitaient comme de la chair à canon, n'avaient aucun respect pour leur vie. Cette offensive fut terrible et mal préparée. Rien n'avait été tenu au secret et manque de préparation notable. Les troupes montées au chant de notre hymne national redescendaient des lignes hurlant l'international. Nous sommes ici devant, à mon avis, l'œuvre la plus bouleversante qui soit sur cette guerre 14-18. C'est l'œuvre de la sculpteure allemande Käthe Kollwitz. Elle s'est représentée elle-même et son mari en train de pleurer leur fils, Peter, un soldat allemand qui est mort pas loin d'ici. Et cette œuvre, elle nous fait comprendre la souffrance de millions de parents qui ont été obligés d'enterrer leur enfant. Les Allemands commencèrent le bombardement de la ville. Nous sommes obligés de quitter la caserne précipitamment. Et c'est sous une véritable grêle d'obus, tout flambe et s'écroule autour de nous, que nous quittons la ville. Jamais jusqu'à présent je n'avais été émotionné comme ce jour-là dans les rues. Tout le monde courait en s'appelant. Ici, une vieille femme, les cheveux blancs, les yeux hagards, appelait à grands cris ses petits. Plus loin, une jeune maman qui est à genoux par terre, devant son petit qu'un éclat d'obus vient de tuer. Finalement, qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui de retenir de 14-18 ? Qu'on a eu cette montagne de souffrance, cette montagne de victimes, des millions de parents en souffrance, pour le fric. Aujourd'hui, je pense qu'en fait, nous vivons une nouvelle guerre mondiale, non déclarée, mais bien réelle. C'est la guerre des multinationales riches du Nord contre les peuples du Sud. Parce que quand les multinationales pillent les ressources naturelles, ne les payent pas, volent le travail des gens, empêchent les pays du Sud de se développer, la conséquence, c'est la faim. C'est-à-dire que toutes les 5 secondes, il y a quelque part dans le monde un gosse qui meurt de faim et ses parents ne peuvent pas l'empêcher.